Je voudrais, comme mes collègues, commencer par remercier Robert de m'avoir permis de participer à ce forum. C'est la première fois que j'y participe. Et je vais vous parler de l'emploi des femmes en Afrique subsaharienne. Et donc, pour en parler, mon propos s'articulera autour des 4 points suivants. Donc, le contexte et les conséquences de celui-ci sur l'emploi des femmes, parce que ce contexte déterminera la quantité et la qualité, la situation de l'emploi des femmes au cours de la dernière décennie, les facteurs influençant la participation des femmes dans l'accès à l'emploi et aux activités génératrices de revenus, et la valorisation de la créativité des femmes dans tout son potentiel de transformation sociale. Donc, à propos du contexte et les conséquences de celui-ci sur les femmes, nous avons 3 éléments indépendants qui vont jouer un rôle déterminant sur l'emploi des femmes. Il s'agit d'abord de la perte de la responsabilité des États dans la direction de leur développement. Ceci va porter un coup sur les investissements massifs de l'État qui pourraient permettre de construire son secteur industriel et œuvrer à limiter les exploitations, l'inégalité des femmes, à limiter l'exploitation des femmes. Donc, qui pourrait permettre à l'État de contrôler les politiques foncières qui aujourd'hui n'est pas sous le contrôle même de l'État. Et puis ensuite, il y a le néolibéralisme et l'afflux des capitaux étrangers. L'afflux des capitaux étrangers va contribuer à la dépression de l'économie et ne va permettre que de développer des secteurs sélectifs qui ne rentrent pas forcément dans les objectifs de développement du pays. Ainsi, par exemple, on verra la production des composantes électroniques avec des conditions très favorables données par les États aux multinationales pour s'installer. Et ceci même va permettre de recruter davantage des femmes parce qu'elles sont moins syndiquées et moins promptes aux grèves. Et ça va permettre même l'augmentation du nombre de femmes employées. Donc, nous verrons, sur le plan économique, le flux d'investissements directs étrangers, après avoir nettement diminué en 2009 et 2010, a fait un bond de près de 25% en 2011 pour atteindre, selon les estimations aujourd'hui, 35,6 milliards en Afrique subsaharienne. Le climat des affaires s'est amélioré et les perspectives économiques favorables attirent les investissements dans les secteurs comme les télécommunications, l'immobilier et la distribution. Et ensuite, il y a un autre secteur, c'est l'envoi des fonds par les travailleurs à l'étranger, qui a fait un bond significatif, affichant un record de 23 milliards de dollars en 2011. Donc, comme nous l'avons vu, comme nous le savons, la mondialisation libérale n'est ni un phénomène récent, ni un système innovant. Elle s'appuie sur l'architecture du patriarcat et dans la banalisation de l'oppression des femmes, la ménagérisation des femmes et dans le complément nécessaire au travail des hommes. De fait, le travail domestique gratuit des femmes, les soins, l'alimentation, l'éducation, entendus comme étant la contribution invisible à l'économie, devient un socle du libéralisme. Donc, la situation de l'emploi des femmes au cours de la dernière décennie. Le taux d'activité économique qui mesure le pourcentage des gens dont la force de travail assure la production des biens économiques est supérieur concernant les femmes d'Afrique. Il est de 61,9%, il est supérieur à celui d'autres régions
même les pays de l'OCDE compris. Les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne sont positives, avec un taux de croissance de 5,3% en 2012 et 5,6% en 2013 contre 5% en moyenne avant la crise. Si l'on exclut l'Afrique du Sud, le taux de croissance de la région devrait atteindre les 6%. Donc, en parlant de la population active féminine, elle est en nette progression. Elle est passée de 2009 en 2012 de 62 à 63% en Angola, 45 à 44%. Ce taux est resté constant au Burkina Faso, 83% au Burundi, 86% au Mozambique. Il reste faible dans les pays comme la Mauritanie, le Maroc. En Namibie, il a baissé, passant de 58 à 54%. Le taux d'activité des femmes est en général plus faible que celui des hommes. L'écart varie selon le pays. Il est très grand au Sénégal, 17% pour les femmes contre 52% pour les hommes. Il est faible en République centrafricaine, 44,3% contre 52% pour 52%, et positif au Rwanda, 48% contre 46,8% des hommes. Cet écart permet au moins deux constatations. D'une part, il exprime la difficulté éprouvée par les femmes à entrer en concurrence avec les hommes sur le marché de l'emploi. D'autre part, le concept de taux d'activité sous-évalue la participation de la femme à l'économie dans la mesure où il ne prend pas en compte le travail non rémunéré dans la sphère domestique. Il en est ainsi de la préparation des aliments, comme j'ai dit plus haut, de la contribution de la femme à l'autoconsommation du ménage, de l'approvisionnement du foyer en eau et en combustible, de l'éducation des enfants et des soins à la famille, qui consomment du temps et de l'énergie de la part des femmes et mériteraient pour cela d'être chiffrés. L'immense majorité des femmes africaines sont employées dans le secteur informel ou à des postes peu qualifiés. Les pourcentages des femmes salariées dans le secteur non agricole, l'un des plus faibles du monde, 8,5%, est à cet égard éloquent. Les femmes salariées sont concernées les femmes des secteurs publics et privés, ainsi que les femmes salariées désavantagées. Il s'agit des domestiques, travailleuses journalières et même les travailleuses du sexe, comme on les appelle aujourd'hui. Le nombre des femmes salariées s'est accru d'une façon générale au cours de la décennie. S'agissant des occupations des femmes, elles sont surtout occupées dans les services à la collectivité, où quelquefois elles sont plus nombreuses que les hommes. Donc, dans le secteur privé, public, elles se trouvent principalement dans les ministères de l'enseignement et de la santé. Leur travail suit l'orientation de leurs occupations familiales et traditionnelles. À quel poste se trouvent-elles? Généralement à des postes de subalternes, mal payés et à l'avenir incertain, dactylo, salariés provisoires, et on note un nombre peu élevé de femmes à des postes de responsabilité. Et ceci s'explique aussi bien par leur niveau général peu élevé, malgré le fait qu'il y a eu des progrès, et le poids des coutumes et l'absence de politique décisive de la promotion de la femme. Dans le secteur privé, bien qu'il n'existe en principe aucune discrimination quant à l'accès des femmes au secteur privé, les employeurs accordent leur préférence aux candidats hommes. La répartition par industrie les montre nombreuses dans les industries manufacturières, 49,5% à Maurice, 42,5% au Botswana, 70% des femmes actives africaines sont occupées dans l'agriculture. Cependant, elles sont peu nombreuses dans le secteur agricole moderne, l'un des plus faibles du monde, 8,5%, où on fait appel à elles surtout lors des périodes intenses d'activité. Les salariés désavantagés
les services domestiques sont assurés par des femmes généralement très jeunes, issues des milieux ruraux. Elles n'ont généralement pas de formation et évoluent dans un environnement essentiellement précaire, c'est-à-dire sans contrat de travail, sans prise en charge des accidents de travail par les employeurs et sans respect par ceux-ci des droits et obligations liés aux activités domestiques. Les travailleuses journalières subissent une discrimination en matière de rémunération qui provient du mode même de rémunération. Les hommes sont généralement payés au temps, alors que les femmes sont payées à la tâche. Les femmes chefs d'entreprise et les femmes auto-employées. Ces catégories de femmes travaillent à leur propre compte et la majorité d'entre elles est établie dans l'agriculture, surtout traditionnelle, l'agriculture d'autosubsistance. Beaucoup d'entre elles s'auto-emploient dans le commerce, l'artisanat, l'agriculture et l'élevage, ainsi que dans les services. La proportion des femmes exerçant dans les professions scientifiques, techniques, libérales s'est accrue. Par exemple, les notaires sont passés de 25% en 1995 à 42% en 2013 au Cameroun. Les femmes sont fortement représentées dans les services après le commerce, 72% au Botswana, 65% au Cap-Vert. Elles représentent la force du continent, mais aussi une opportunité. Le taux de l'entrepreneuriat féminin est plus élevé en Afrique que dans toute autre région du monde. C'est aussi un pays africain, en l'occurrence le Rwanda, qui détient le plus fort taux de représentation féminine au Parlement. De même, le taux de scolarisation primaire est passé de 84 filles pour 100 garçons en 1991 à 91 filles pour 100 garçons en 2009. Les femmes du secteur informel. En ces périodes de récession, le secteur informel s'est développé de façon rapide. Considéré comme traditionnellement occupé par les illettrés, le secteur représente aujourd'hui pratiquement la seule alternative à l'emploi, aussi bien pour les diplômés, les jeunes que les vieux obligés par la conjoncture de rechercher un nouvel emploi. En fait, du fait de son sureffectif, le secteur se caractérise par le sous-emploi et les faibles revenus. Les travailleuses familiales et autres catégories désavantagées, les aides familiales, comme on l'a vu, les réfugiés et les migrantes, souvent marginalisées. Aujourd'hui, la migration féminine est devenue une donnée structurelle en Afrique, mais sur laquelle on dispose de très peu d'informations. La poussée démographique, le déséquilibre économique entre les régions d'un pays ou des pays voisins fait que beaucoup de femmes migrent aujourd'hui. Et comme tout à l'heure plus haut, je vous ai montré les transferts d'argent qui sont faits pour la plupart du temps par des femmes qui ont dû migrer et renvoyer de l'argent dans leur famille. Donc les migrations se font à l'intérieur du pays, de la zone rurale vers la zone urbaine, et maintenant entre les pays voisins, et le pays et les pays voisins, et même le pays et les pays beaucoup plus lointains. Donc, il y a 3 facteurs qui influencent la participation des femmes dans l'accès à l'emploi et aux activités génératrices de revenus. Nous avons la formation scolaire et la formation professionnelle reçue. Il y a l'auto-organisation même des femmes et la syndicalisation, et il y a le poids de l'environnement socio-culturel. Donc, à propos des obstacles, la formation scolaire et la formation professionnelle reçue, le taux de scolarisation des femmes s'est relativement amélioré partout en Afrique. Cependant, la privatisation de la plupart des services sociaux risque de mettre en péril ces progrès. D'autres facteurs concourent à la non-scolarisation et à la déscolarisation des filles. Il s'agit des mariages précoces et même forcés au nord du Cameroun, au Mali, au Tchad, au Burkina Faso. Des grossesses non désirées et précoces viennent ensuite, puis l'utilisation des petites filles comme main-d'œuvre d'appoint dans les champs familiaux.
il y a aussi le peu d'attrait pour l'enseignement technique. L'enseignement des filles suit l'orientation de leurs activités traditionnelles. C'est ainsi que dans les branches techniques, on les retrouve surtout dans les sections comme le secrétariat, la dactylo, la couture et la puériculture. À l'université, elles sont surtout dans les sections telles que la sciences de l'éducation, beaux-arts et sciences de l'éducation, les beaux-arts, secrétariat, dactylo, non, ça c'est à l'université. Et des sections qui offrent peu de débouchés et peu de promotion sociale. Les débouchés sont limités par des formations professionnelles dispensées. C'est dans le secteur informel qui occupe près de 60% de la population des zones urbaines en Afrique que la majorité de femmes se forment professionnellement grâce à l'apprentissage, au compagnonnage dans les ateliers divers. Nous avons parlé aussi, dans le poids de l'environnement socio-culturel, il y a l'évolution, le peu d'attrait, les débouchés limités par les formations, le développement d'un système informel de la formation professionnelle. Et puis, comme on a dit, malgré ces limites, les femmes s'organisent et forment des associations et se regroupent, mais on les trouve très peu nombreuses dans les syndicats. Mais elles s'organisent dans les associations pour se former, pour revendiquer leurs droits. Donc, nous avons parlé... Qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je vous ai dit, elles sont peu nombreuses dans les syndicats. Et il y a le poids de l'environnement socio-culturel, dont la pénibilité et la durée du travail des femmes, généralement de 15 à 16 heures selon les périodes et les zones. Le poids des mentalités. Dans le poids de mentalité, on a cité les mariages précoces. On a aussi des pays les injustices limitant l'accès des femmes à l'emploi et à leur productivité au travail. Il y a les codes qui existent. Il y a la difficulté d'accéder à la propriété foncière. Il y a le code de travail, le contrat de travail dans certains pays qui peuvent être une arme aux mains des hommes. Et puis, la femme ne succède pas toujours. Oui, d'accord, je vais conclure. Donc, je vais sauter le poids de l'environnement socio-culturel que j'ai cité. Et pour surmonter les obstacles et tirer avantage des ressources humaines existantes pour développer l'Afrique, il faut reconsidérer la définition de l'emploi et rendre visible le travail invisible des femmes. Revendiquer une reconnaissance sociale et économique du travail non rémunéré, dit invisible. Faire jouer aux syndicats leur rôle de contrepoids et de garde-fou au capitalisme sauvage. Valoriser la créativité des femmes dans tout son potentiel de transformation sociale. Et enfin, l'économie solidaire ou populaire comme une alternative. L'économie solidaire n'est pas seulement un système pour souffrir un peu moins, mais c'est un système, c'est une approche qui a permis aux gens de vivre. Donc, dans le cadre de l'économie solidaire, vous verrez les femmes s'organiser pour reconstruire des écoles, pour reconstruire des maternités et surtout pour permettre à leurs enfants de vivre et échanger entre elles des services. Donc, on voit de plus en plus le troc se développer. Donc, je note aussi que pour une bonne évaluation du travail des femmes, ceci passe par des progrès du développement. En toute évaluation des progrès du développement doit prendre en compte la qualité de vie des populations et les libertés objectives dont elles disposent. Donc, je vous remercie. Et je terminerai par...